Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique. Donc, dans le thème numéro 4, on des signaux, nous allons donc aborder le tout dernier chapitre concernant donc les modèles de la lumière. Okay, donc, comment on peut modéliser la lumière, aussi bien avec le modèle particulatoire et le modèle ondulatoire. Donc, je vous propose dans un premier temps qu'on s'intéresse au modèle de la lumière. Et ensuite, dans un second temps, on va s'intéresser au niveau d'énergie des atomes. Okay, ça permettra de faire quelques petits rappels sur l'atome en lui-même, sa constitution, et donc à la notion d'absorption et d'émission de photons. Alors, tout d'abord, les différents modèles de la lumière. Parce que oui, en effet, la lumière, on peut la décrire de deux façons. On peut la décrire comme une onde électromagnétique, qui se déplace à une vitesse c dans le vide, qui est égale à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais on peut également la décrire comme une particule. Une particule est plus précisément comme un photon. Ok, bravo. Alors, tout d'abord, on va commencer par le modèle ondulatoire. Pour le modèle ondulatoire, donc, on va définir à nouveau plusieurs grandeurs, qui a été déjà vu dans le chapitre numéro 12, sur les ondes mécaniques. Alors, tout d'abord, on a la longueur d'onde, lambda en mètres. C'est-à-dire qu'elle va dépendre du milieu dans lequel l'onde va se propager. Autrement dit, pour faire rappel au chapitre 12, ça va être tout simplement, en réalité, la distance qui va séparer deux points du milieu, donc vibrant dans le même état vibratoire, okay, qui sont dans le même état vibratoire. Et donc, ça va être la plus courte distance qui sépare les deux points qui sont dans le même état vibratoire. Alors bon, là, la définition telle qu'on a eue dans la longueur d'onde, vous allez voir qu'on ne va pas trop l'utiliser dans ce chapitre-là. C'est plus vraiment le chapitre 12 qu'on l'a utilisé. Donc là, pour vraiment revoir ces notions de longueur d'onde, let's go to chapitre 12. Revoyez bien chapitre 12. Bon, ça peut ça. Mais, encore une fois, là, dans les exos, vous verrez, on ne va pas trop s'en servir de cette notion. Ensuite, dans le second temps, pour décrire une onde, on va la décrire avec sa fréquence. Sa fréquence qu'on va exprimer en Hertz, pardon, okay, qui se note soit V, enfin avec un V qui c'est le mu en fait, c'est la lettre Y mu, mais juste en minuscule, ou F. Et donc on va l'exprimer en Hertz, et Hertz en fait c'est de seconde moins 1, comme on avait pu voir dans le chapitre 12 toujours. Et donc ce coup-ci, cette fréquence ne va pas dépendre du milieu dans lequel l'onde se propage. Et à l'aide de ces deux grandeurs, on va pouvoir définir comme ça la célérité de l'onde comme étant le produit de la longueur d'onde par sa fréquence. Okay, bravo. Donc là, pour le coup, relation qu'on a utilisée dans le chapitre 12, on va la réutiliser encore dans ce chapitre-là. Donc par moment, quand vous voudrez déterminer la célérité d'une onde électromagnétique, il suffira juste de prendre sa longueur d'onde, de multiplier par la fréquence, et comme ça, vous avez la célérité. Alors, ça c'est bien pour le modèle ondulatoire, mais la lumière ne se décrit pas qu'avec ce modèle-là. On peut voir la lumière comme une particule de masse nulle, et qu'on appelle donc photon. Okay, et donc il se déplace à une certaine vitesse, bien connue dans le vide, qui est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc ce sont les photons qui vont transporter de l'énergie, donc sous la forme de quantium. Et donc celle-ci par contre va dépendre de la longueur d'onde tout simplement, et de la fréquence par conséquent de l'onde électromagnétique qui a été émise, ou bien de la radiation. Ainsi donc, pour déterminer l'énergie du photon, ça va être le produit de la constante de Planck, donc 6,64 environ, ou 63 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde de moins 1, multiplié par sa fréquence. Ou bien, autre formule qu'on va utiliser beaucoup plus souvent, c'est donc E est égal à H sur lambda. Okay, et donc, on voit que tout simplement, l'énergie du photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, mais proportionnelle donc à la fréquence, enfin à la célérité de l'onde, et donc voilà. Okay, ce qui veut donc dire, quand votre photon, il va avoir une longueur d'onde donc de plus en plus élevée, l'énergie qu'il va transporter sera de plus en plus faible. Et quand tout simplement votre photon va transporter avec elle une longueur d'onde, aura une longueur d'onde donc de plus en plus faible, l'énergie va être de plus en plus élevée. C'est un peu ce que nous avions vu d'ailleurs en classe de seconde, vous vous rappelez avec les spectres. On avait dit donc pour un corps chaud que plus le spectre s'épaissit en violet, donc plus la longueur d'onde est faible, et plus du coup, tout simplement, notre corps, en fait, il est chaud. Et plus au contraire, le spectre s'épaissit en rouge, et plus donc, ça veut dire notre corps est froid. Le corps physique, bien avant. Alors donc, les différents domaines. Alors du coup, on a vu qu'il y a la lumière, elle peut se modéliser comme une onde électromagnétique. Et donc, pour les ondes électromagnétiques, on a différents domaines. On a par exemple le domaine des infrarouges et le domaine des ultraviolets, ou même le domaine des ondes radio. Donc, pour nous, dans visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Mais encore une fois, pour les ondes infrarouges, c'est tout simplement après. Ok, bravo, c'est après les ondes visibles, donc juste à droite. Donc là, là tout simplement, on est au-delà de 800 nanomètres. Et pour les ondes UV, on est avant, donc les 400 nanomètres. Ok. Après, on a les ondes radio, donc un peu plus loin,
on a tout simplement des ondes, et avant, par contre, on a les rayons X ou les rayons gamma. Ok, bon, voilà, ça c'est pour cette première partie. Donc, c'est les différents modèles de la lumière. Donc, retenez bien, la lumière, on peut la décrire comme un flux de photons. Ok, bah, donc, il se déplace à une vitesse de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et qu'avec eux, quand ils se déplacent, en fait, ils vont transporter de l'énergie, qui va dépendre du coup de la longueur d'onde et de la fréquence de l'onde, ok, électromagnétique. Et également, la lumière, on peut la décrire comme une onde, c'est-à-dire une onde électromagnétique, ok, voilà, qui va transporter avec elle, encore une fois, de l'énergie. Donc, vous voyez que finalement, ces deux modèles-là, bien qu'ils soient quand même, bien qu'on ait l'impression qu'ils soient différents, parce qu'il y en a un qui considère la lumière comme une onde, et un autre qui considère la lumière comme un photon, il y a quand même des ressemblances, notamment sur le fait que la lumière, dans tous les cas, elle transporte d'énergie. Et notamment, on a une concordance dans l'idée aussi que, du coup, tout simplement, la longueur d'onde, c'est ça qui va permettre de définir cette lumière. Ok, bravo. Alors, du coup, c'est tout pour cette première partie. Maintenant, donc, nous allons nous intéresser à la deuxième partie, à savoir au niveau d'énergie des atomes. Et oui, parce qu'en fait, l'énergie dans l'atome, on va pouvoir la quantifier. Et elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Parce que oui, il a été vu normalement en classe de seconde que pour chaque atome, les électrons vont occuper une place bien particulière dans leur couche et sous-couche particulière. Donc, ils vont d'abord remplir la première couche électronique, ensuite la deuxième couche électronique et la troisième couche électronique. Et parmi ces couches électroniques, on a les sous-couches S et les sous-couches P. Donc, d'abord, ils remplissent la première couche électronique avec la sous-couche S, donc 2 électrons. Ensuite, ils passent à la deuxième couche électronique, donc ils remplissent la sous-couche S à nouveau, 2 électrons. Ensuite, ils remplissent la sous-couche P, donc jusqu'à 8 électrons en tout. Et après, donc, on passe à la troisième couche électronique. Donc, troisième couche électronique, on remplit la sous-couche S, donc 2 électrons. Et la sous-couche P, donc, qui va au total permettre d'avoir jusqu'à 8 électrons sur la couche. Ok, bravo. Donc, la sous-couche P peut en avoir 6, si vous faites un petit peu le trajet logique. Et donc, en seconde, bon, je vais faire un petit peu comprendre que les électrons, ils étaient placés, mais ils ne bougeaient pas. En réalité, c'est un peu faux de dire ça comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on excite l'atome, en fait, et tout simplement, les électrons, ils vont vouloir comme ça changer de place. Ils vont vouloir changer de place et occuper une orbite, donc une couche électronique qui est pas la leur habituellement. Ils vont, par exemple, je prends le cas de l'hydrogène. Son électron, par exemple, il est situé à la première couche électronique. Mais admettons donc on excite cet atome. Et cet atome, lorsqu'il va être excité, il peut très bien occuper la deuxième couche électronique, la troisième couche électronique, la quatrième couche électronique, la cinquième, la sixième, voire la septième couche électronique. Parce qu'en fait, si on regarde le tableau périodique de façon très rapide et simple, vous voyez qu'on a 7 colonnes. 7 lignes, pardon. Ok, on a 7 lignes. Et donc, ces 7 lignes-là, ça correspond aux 7 couches en fait électroniques sur lesquelles les électrons des atomes peuvent se positionner. Et donc, à chaque fois que mon électron va changer de couche électronique, va occuper une couche électronique qui n'est pas la sienne, et ça va demander à l'atome de l'énergie. Ok, et donc, ça va demander de l'énergie. Et cette énergie-là, justement, c'est ça qu'on va quantifier. C'est l'énergie qui va permettre à l'atome, aux électrons de l'atome, de changer de couche. Ok, parce qu'à un moment donné, votre atome, son électron, il va bouger, il va changer de couche, ça va demander de l'énergie. Et une fois que ça a été fait, il va revenir directement à sa couche de départ, parce que forcément, ça crée une instabilité. Et donc, en chimie et dans la nature, on n'aime pas trop l'instabilité, donc il va revenir très vite à sa position de départ. Ok, ainsi, on va dire que l'énergie de l'atome, elle est quantifiée. Et donc, tout simplement, ces niveaux d'énergie, comme je l'ai dit, ça va représenter la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques. À chaque atome, donc, va correspondre un ensemble unique de niveaux d'énergie. Et donc, on va les représenter avec le petit diagramme que vous voyez à droite. Des diagrammes, donc des niveaux d'énergie. Ok, donc, tout en bas, vous avez le niveau d'énergie fondamental. Et plus haut, vous avez donc les niveaux d'énergie des états excités, lorsqu'on excite les atomes. Et donc, il peut en avoir 1, 2, 3, en tout cas, on a une valeur entière, comme ça, du niveau d'énergie, ok, mais un nombre fini minimal. Et donc, ainsi, un atome va pouvoir passer d'une énergie de départ vers une énergie finale, ok, d'une énergie initiale vers une énergie finale. Et donc, ainsi, pour connaître la variation d'énergie qui s'est produite, il suffit tout simplement de calculer delta E qui est égal à la valeur absolue d'une énergie finale moins l'énergie initiale. Alors, concrètement, voilà, je vous la donne comme ça, la relation, j'avance comme ça. Mais vous verrez, parfois, certains profs, la plupart des profs d'ailleurs le font comme ça maintenant, pour pas vous embêter, parce que on sait bien que la notion de valeur absolue en physique, vous avez un peu de mal. Donc, ce qu'on fait maintenant en physique, ce qu'on vous dit souvent dans la pratique, c'est que vous prenez la plus grande valeur et vous retirez la petite. Parce qu'une variation d'énergie, dans tous les cas, elle va être positive. Là, on n'est pas en présence d'une grandeur algébrique. Dans tous les cas, ici, il faut que votre variation d'énergie soit positive. Ok, voilà. Et donc, le fait qu'on puisse passer comme ça d'un niveau d'énergie vers un autre, c'est ce qu'on appelle une transition. Ok, voilà.
Et donc, la transition, on l'a décrit par la relation que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ainsi, donc, tout simplement, pour avoir les deux phénomènes d'émission comme d'absorption de photons, il va donc falloir que l'énergie du photon corresponde à l'énergie de la transition. Ok, donc l'énergie qui permet de passer d'un état à un autre. Ok, bravo. Donc, pour qu'il y ait émission d'énergie de photons, tout simplement, cela signifie que l'atome va donc perdre de l'énergie. Et donc, son énergie sera égale à l'énergie de la transition. Delta E est égal à l'énergie du photon. Ok, bravo. Et donc, on a une émission comme ça de photons. C'est ce qui se passe notamment, par exemple, lorsque, pour reprendre l'exemple de l'atome d'hydrogène, lorsque l'atome d'hydrogène, une fois qu'il aura fini de migrer sur sa couche électronique, il revient à sa couche de départ. Dans ce cas-là, on a une perte d'énergie, on a une baisse d'énergie, ce qui se traduit par une émission de photons. Ok, bravo. Et donc, on a comme ça une émission d'une radiation monochromatique. Ok, bravo. Et ainsi, toutes les transitions pour un même atome d'ailleurs, vont pouvoir donner des photons d'énergie différentes. Ainsi donc pour un spectre, ok, bravo, tout simplement, pour un spectre d'émission, on va pouvoir comme ça obtenir différentes radiations, différentes lignes, là, comme vous pouvez voir, pour un même photon, ok, pour un même atome donné. Pour l'absorption de photons, c'est un peu le même principe. Pour l'absorption de photons, pour qu'il y ait absorption de photons, il faut que l'énergie de la transition soit égale à l'énergie donc de l'atome, ok, ou l'énergie du photon soit égale à l'énergie de la transition. Et donc là, ce coup-ci, pour absorber un photon, ça signifie que on gagne de l'énergie. Donc, du coup, comme ça, on gagne du coup des photons. On absorbe les photons. Et donc, on a l'absorption au contraire d'une bande de radiation monochromatique. Et ainsi, comme toutes les transitions vont encore une fois donner des photons d'énergie différentes, on pourra observer comme ça sur le spectre différentes radiations, donc absorbées. Ok, bravo. Voilà, donc c'est tout pour ce tout dernier chapitre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, on va réviser ces notions au sein d'exercices. Voilà, donc comme ça vous permettra de faire le point, vraiment au sein des exercices. Hein. Vous verrez, il n'y en aura pas beaucoup, mais on va quand même bien travailler ces notions-là. Et c'est un chapitre à pas négliger, parce qu'en spécialité physique-chimie terminale, pour le coup, vous allez refaire ce chapitre. Et vous allez refaire notamment avec la notion d'effet photoélectrique. Donc il faut être un petit peu à l'aise quand même sur ce chapitre-là. Ok. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a plu, tu peux la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.